Bonsoir, bienvenue dans la quatrième édition de Watch Up, qui est le magazine tous les 15 jours, le mercredi soir, en direct à 22h pour la première diffusion, le magazine des startups et de la nouvelle économie. C'est d'ailleurs ce dont on va parler ce soir, avec un habitué qui est Ilan Abeacera depuis Palo Alto en Californie, dans la Silicon Valley. Il nous parlera de pas mal de choses, notamment le rachat de BlackBerry, le succès de Stream Nation là-bas. Peut-être qu'on voit déjà Ilan, il peut nous faire un tout petit coucou d'entrée de jeu depuis Palo Alto, et puis on parlera également du phénomène AngelList. On vous parlera de tout ça juste après un point 4G. Vous connaissiez le point G ? Enfin, tout le monde le cherche, en tout cas. Le point 4G, on l'a trouvé ce soir. Il était place Vendôme à Paris avec Bouygues qui lançait sa 4G. Très attendu parce que Bouygues a un réseau qui l'annonce assez colossal. Ils ont annoncé des chiffres dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure, de couverture qui sont assez impressionnants. Et on en parlera avec Benjamin Vincent qui réalise de main de maître cette émission et qui la co-anime. Salut Benjamin, est-ce que ça va bien ? Salut Bertrand, bah oui écoute ça va. Voilà, c'est en régie. Voilà, pour une fois on se retrouve, voilà, je suis de l'autre côté de la vitre comme on dit. Alors on sort tout juste de cette conf Bouygues Télécom, hein, c'était le troisième opérateur à faire sa rentrée on va dire avec la 4G. On attendait deux chiffres, hein, le pourcentage de population qui va être couvert là, au 1er octobre, jour de l'entrée en service de la 4G, et vous le voyez, ce taux, ça va être du 63% de la population. Pas mal, hein, 63%. Pas mal, hein, voilà. 40 millions de personnes, c'est ce qu'ils annoncent. Voilà, 70% des entreprises, et puis les offres, je te laisse le plaisir de on va en dire un mot, je vais juste vous dire ce qui va se passer dans la deuxième partie de Watch Up ce soir. On parlera avec Benjamin Ducousseau, qui est le cofondateur et le président de Wizbee, de la levée de 800 000 € pour cette start-up grenobloise, qui se veut un réseau social professionnel, mais pour les étudiants et les jeunes diplômés, une sorte de LinkedIn des étudiants et des jeunes diplômés. Et puis on parlera avec Clément Alteresco de BAP. BAP, c'est bureaux à partager, grand phénomène actuellement, que cette colocation professionnelle finalement, avec beaucoup d'offres, de plus en plus d'offres sur Paris, les grandes villes françaises, en matière de partage, et qui permettent à des startups d'aller se loger et de travailler à plusieurs en fait, dans un même lieu. Et ça donne des résultats assez intéressants. Et puis il y a une opération qui s'appelle Startup en vitrine, qui a été lancée justement par BAP et qui permet à des startups de se faire voir. Alors pour le coup, là, c'est sur Paris pendant quelques jours. Ça a démarré il y a une petite semaine. On va parler donc de Bouygues. C'est un peu breaking news, ce qui se passait ce soir. Ça se passait à l'hôtel d'Evreux, qui est un endroit absolument superbe, qui est place Vendôme. Et là-bas, Bouygues présentait donc la 4G, très attendue, parce qu'on connaît la 4G d'Orange, déjà lancée. On connaît la 4G de SFR, qui a été présentée il y a quelques jours. Tu y étais d'ailleurs, toi Benjamin, il y a quelques jours, avec quelques annonces intéressantes, et on attendait la réaction de Bouygues, évidemment, le troisième larron dans cette histoire, sachant que Free, pour l'instant, ne parle pas vraiment de 4G, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc on va écouter Didier Casas, ouais. Le secrétaire général de Bouygues Télécom qu'on a donc rencontré. C'était il y a, à tout casser, c'était il y a 1h30 quoi. Même pas, je crois, 1 heure. Donc voilà, il nous a accordé quelques minutes à la sortie de cette conférence. Donc voilà, Didier Casas, le secrétaire général de Bouygues Télécom. Évidemment, Bouygues qui mise tout sur la 4G pour cette rentrée. Ce qu'on a voulu dire, c'est parler à nos clients, évidemment, parler aussi à tous les autres clients, de tous les autres opérateurs, pour leur dire une chose très simple. La 4G, en vrai, très vite, c'est chez Bouygues Télécom. Donc en fait, c'est assez simple. S'ils veulent venir dès le 1er octobre dans une boutique Bouygues Télécom, et puis la 4G, ils vont l'essayer gratuitement pendant 1 mois. Et pourquoi ils vont le faire ? S'ils le veulent en tout cas, c'est parce que la 4G de Bouygues Télécom, c'est 63% de couverture, 63% de la population couverte. Ça veut donc dire 40 millions de Français couverts. Ça veut dire 70% des entreprises françaises couvertes en 4G. Donc au fond, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas venir essayer la 4G de Bouygues Télécom. Vous savez, la téléphonie mobile, il y a une chose qui est assez claire, c'est qu'elle est mobile. Et donc ce qui est très utile en téléphonie mobile, c'est que quand vous voulez utiliser votre téléphone mobile, si vous devez prendre votre voiture pour aller dans une zone de couverture, c'est pas formidable en vrai. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de dire à nos clients, vous savez quoi ? Vous pouvez, sur une très large partie du territoire, profiter de la 4G de Bouygues Télécom. C'est ça qui va permettre à la 4G de décoller en France. Il y a vraiment des offres extrêmement attractives avec des possibilités d'acquérir des mobiles dans tous les prix, avec une gamme très ouverte de mobiles. On a pratiquement 25 mobiles 4G disponibles. Et donc ce qui est vraiment important,
c'est de voir que ce soir, ce qu'on annonce pour tout de suite, pas pour Noël, pas pour l'année prochaine, tout de suite, dans 5 jours, le 1er octobre, c'est une couverture qui n'a pas de comparaison en France aujourd'hui. Il y a 3 fréquences en France aujourd'hui qui permettent de faire la 4G. 2600, 1800, 800. Bouygues Telecom possède les 3 fréquences et est le seul opérateur en France qui possède les 3 fréquences. 2600 et 800, nous les avons achetés aux enchères comme nos concurrents il y a de cela 2 ans. Nous, ça nous a coûté 911 millions d'euros précisément. Et puis il y a les fréquences 1800 que nous sommes les seuls à opérer en 4G parce que nous sommes les seuls à l'avoir demandé et par conséquent nous sommes les seuls à qui on l'a autorisé. Voilà clairement ce qu'on veut faire aujourd'hui avec les fréquences 4G. Les fréquences 800 MHz qui sont les fréquences les plus basses, donc le plus petit chiffre, 2006, 1800, 800, donc les plus basses. Et la caractéristique technique des ondes, des fréquences basses, c'est qu'elles pénètrent mieux dans les bâtiments, d'une part, et que d'autre part, elles couvrent beaucoup plus loin. Et donc ce sont des fréquences qui sont très utiles à la fois pour couvrir les zones rurales, parce qu'elles vont loin, et aussi pour couvrir en complément les zones très denses à l'intérieur des bâtiments. Nous possédons ces fréquences, et contrairement à ce que disent certains de nos concurrents, mais c'est normal, nous déployons aussi ces fréquences 800. C'est pour ça qu'elles sont intéressantes, c'est pour ça par conséquent qu'elles ont coûté très cher à l'achat. Franchement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le 1er octobre, ou même déjà avant, histoire de pouvoir réfléchir, vous pouvez entrer dans une boutique Bouygues Telecom, aller sur le site web de Bouygues Telecom, vous allez voir, il y a un catalogue d'une vingtaine, un peu plus de 20 mobiles 4G et il y a une gamme très ouverte, c'est ça qui est important. Il y a bien sûr des smartphones haut de gamme qui coûtent, si on les achète en une fois, entre 600 et 700 euros, mais pour lesquels on a proposé des offres d'étalement de paiement. D'accord ? Donc vous pouvez étaler le paiement de ces smartphones. Et puis il y a des smartphones beaucoup moins chers qui vous permettront aussi de goûter à la 4G. Aujourd'hui, il y a en fait un smartphone que tout le monde a à peu près bien en tête, qui ne va fonctionner en 4G que chez Bouygues Telecom, parce qu'il fonctionne en 4G en fréquence 1800. Donc ce smartphone, moi c'est simple, j'invite tous les Français qui ont ce smartphone, je pense que tout le monde voit assez bien de quoi je parle, à venir tester la 4G chez Bouygues Telecom. On parlait de l'iPhone 5, vous savez que l'iPhone 5S et le 5C ont étendu leur compatibilité 4G. Je sais, mais il y a néanmoins 1,2 million de possesseurs d'iPhone 5 en France. C'était il y a 1 heure à peu près, avec Benjamin qui est de l'autre côté de la vitre et qui là était de l'autre côté du micro. Et il y a 2 chiffres à retenir finalement, Benjamin. Il y a 63%, on en parlait tout à l'heure, 40 millions de Français connectés, ce qui est très très largement supérieur à ce qui a été annoncé il y a quelques jours par SFR. Ouais. Je crois que le chiffre est plutôt de 40% dans ces eaux-là. Écoute, alors attends, je reprends mes notes parce que reprends tes notes. Prends ton temps, on est en direct, il n'y a aucun souci. Ouais. Bon, ce qui est sûr, c'est que SFR a ouvert avec quelques jours d'avance sur Bouygues. Ouais. Bouygues, c'est le 1er octobre, officiellement le 1er octobre que tout démarre, voilà. Avec, ils annoncent donc 63% de couverture. Apparemment, ils ont été challengés là-dessus sur la méthode de calcul. Ce sont des chiffres qui viennent de l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation. Donc a priori, ils sont un peu obligés, ouais. Là, ils sont un peu obligés de sortir des chiffres qui sont cohérents. Absolument. Donc c'est pas un chiffre qui semble bidonné. Et puis un deuxième chiffre qui est 1800, parce que 1800 c'est la fréquence magique, la fréquence d'or, parce qu'ils sont les seuls à avoir cette fréquence 1800. Pour ceux qui suivent un peu les affaires, il y avait une petite bataille avec notamment Free, qui n'était pas très content que Bouygues annonce qu'ils allaient utiliser les fréquences 1800, ce qui leur permet tout simplement d'avoir une couverture qui est extrêmement importante dès le début. Et puis, il le disait aussi, Didier Casas, d'avoir tout simplement dans l'escarcelle tous les possesseurs d'iPhone français, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont là avec des iPhones, 1 200 000 personnes en France. Il y en a 200 000 qui sont déjà chez Bouygues Télécom. Il y en a donc 1 million aujourd'hui avec des iPhone 5 notamment, qui peuvent avoir la 4G uniquement en passant chez Bouygues avec cette fréquence 1800, puisque l'iPhone ne passe qu'en 1800 sur l'iPhone 5. Le 5S et le 5C, c'est sur d'autres fréquences, c'est un peu compliqué, mais voilà. Non, en fait c'est très simple, Bertrand. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le 5S et le 5C sont beaucoup plus compatibles du point de vue de la 4G, et donc avec le 5S et le 5C, on peut utiliser la 4G avec tous les opérateurs, ce qui n'est pas le cas effectivement de l'iPhone 5, où là on est obligé en quelque sorte de passer par Bouygues.
Du côté des offres, il n'y a rien de très disruptif. En fait, on s'attendait à peu près à ça. Il y a des offres avec des datas, puisque c'est aujourd'hui ce qui fait référence très clairement les datas sur la 4G. Il faut savoir que ça consomme beaucoup la 4G. Beaucoup la 4G. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude d'avoir 2G, 2 gigaoctets disponibles pour une offre en 3G sur votre téléphone, en 4G, vous allez en consommer beaucoup plus. Donc il y a des offres à 3 gigas, à 8 gigas, à 16 gigas. Les prix vont de 29,99 à 59,99. Il y a un forfait à 39,99 qui semble d'ailleurs pas mal intéressant, parce que 8 gigas, ça semble être la bonne dose finalement pour cette affaire-là. Il y a, au contraire de ce qui s'est passé pour SFR, pas d'offre spécifique de contenu SFR, évidemment, c'est le groupe Vivendi c'est Canal+, et donc ils ont fait un petit deal avec Canal+, pour avoir Canal Play disponible. Ouais, c'est le service de vidéo à la demande de Canal+, on va dire. Mais enfin, qui rentre quand même dans le forfait des 3 gigas autorisés, apparemment. On a le choix chez SFR entre 5 extras, Coyote, Canal Play, Napster pour la musique, et 2 autres, SFR Kiosque je crois pour les magazines, et un dernier que je suis en train d'oublier. C'est vrai qu'il n'y a pas cette notion de service chez Bouygues. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'abord que c'est ceux qui ont le forfait le plus richement doté en data, jusqu'à 16 gigas par mois, ce qui est assez énorme, à un prix très correct. Oui, c'est pas mal, pour 60 €, c'est pas mal. C'est sûr que leur forfait 8 gigas à 39 € devrait connaître un joli succès. Sachant qu'ils ont évidemment des tarifs, si vous avez une B-Box par exemple, vous êtes déjà client chez Bouygues, vous avez des tarifs avec des dégressifs si vous avez à la fois la box et le téléphone, donc vous paierez un petit peu moins cher que ça. Il faut savoir également qu'au 1er janvier prochain, au 5 janvier même précisément, les tarifs vont augmenter de 10 € en moyenne sur l'ensemble des forfaits de Bouygues. Donc là, c'est vraiment un prix de lancement. Ouais. Bon, on n'est pas là pour faire de la retape non plus pour leur offre, mais voilà, on vous donne les éléments qu'ils nous ont livrés ce soir et qui étaient assez intéressants. Il n'y a rien eu de très nouveau, mais la confirmation quand même, on le savait, que Bouygues met la barre assez haute en matière de couverture du territoire. Il faut dire qu'ils n'ont pas été extrêmement forts sur la 3G, donc ils ont zappé un peu l'étape de la 3G. Il fallait qu'ils se refassent sur la 4. Ça semble pas trop mal parti pour eux, en tout cas sur le papier. Démarrage donc le 1er octobre. Autre chose à dire là-dessus ? Non, écoute, je pense que maintenant, ça y est, on a toutes les cartes en main. Point important, c'est qu'on a tout intérêt à s'abonner et à changer de forfait avant la fin de l'année, puisque grosso modo, tous les opérateurs proposent des tarifs promotionnels qui font grosso modo économiser une 60aine d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, vous ne laissez pas avoir par le discours qui est que vous allez pouvoir regarder plein de films sur votre téléphone, parce qu'un film ça pèse 600 mégas. Votre forfait peut être limité à 3 gigas, c'est-à-dire qu'au bout de 5 films, c'est terminé. Et comme vous avez une autre vie que celle de regarder des films, que vous allez sur Facebook ou ailleurs, sur des applis qui pompent beaucoup d'ailleurs en 4G, vous allez vite dépasser le truc et vous retrouvez donc dans ce qu'on appelle le fair use. Et le fair use, c'est on vous donne toujours de la donnée, mais en vitesse extrêmement limitée. Pour Bouygues, ce sera 64 kilo-octets par seconde. C'est un peu technique, mais enfin globalement, c'est quoi ? C'est à peu près, je sais pas, 250 fois moins rapide que la 4G, quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire absolument rien. Donc il vaut mieux pas dépasser, parce qu'après votre téléphone dernière génération ne vous sert plus vraiment à grand chose. Vous ne pourrez vraiment plus télécharger quoi que ce soit. On va. Tu sais quoi ? On discute là effectivement des avantages concurrentiels en France, mais je pense que vu des US, et Ilan est bien placé pour ça, je pense que quand il entend parler de nos offres à 29 € par mois, ça fait rêver là-bas quand même. Il doit halluciner parce que c'est beaucoup plus cher aux États-Unis. Surtout que San Francisco, c'est quand même la ville qui traditionnellement était la moins bien couverte en matière de mobile depuis toujours aux États-Unis. C'est toujours le cas, non ? Oui, écoute, entre New York et ici, c'est vrai que dans les deux cas, on est vraiment impressionné par ce qui se passe en France finalement dans les forfaits mobiles. Je voyais Free, parce que moi j'ai une puce Free quand je viens en France, que finalement je paye un abonnement qui me coûte donc je crois 19 € par mois, avec appel illimité partout dans le monde, avec de la data, je sais plus combien de data, mais il y en a quand même pas mal. Pour la même chose aux États-Unis, tu as à peine 2 heures d'appel par mois sans data. Donc on n'est pas du tout dans le même profil. Et ici, le téléphone, ça coûte très très cher. La data, c'est. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu le premier iPhone en 2007 et ils offraient des forfaits unlimited data à cette époque-là qui coûtaient $30 et qui ne peuvent pas nous enlever.
donc que j'ai toujours jusqu'à ce jour, mais qui n'existe plus évidemment, donc c'est beaucoup plus cher que ça. Et après, pour le téléphone, c'est minimum 50 à 70 dollars par mois. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, tu payes aussi quand on t'appelle. Donc tu payes les communications entrantes et sortantes. Et puis il y a aussi ce qu'on n'a pas aux États-Unis qui existe en France, c'est les box avec des tarifs quand même qui sont absolument délirants en France par rapport au reste du monde, parce qu'aux États-Unis on paye facilement 70 dollars minimum pour les câbles opérateurs avec des offres qui sont évidemment de plein de chaînes, mais plein de chaînes qui servent à rien non plus. Hein, donc, Ouais, exactement. Non, c'est là pour ça, on vous envie. Il y a au moins quelque chose qui fait rêver. Ah bah il y a une autre chose qui fait rêver, c'est quand même qu'on parlait de Free, Xavier Niel qui annonce le lancement, la création d'un incubateur pour 1000 startups, c'est-à-dire le plus gros incubateur du monde qui va être dans le 13e, à la Halle Fraissinet précisément dans le 13e, qui est une ancienne gare de triage en fait, la Halle Fraissinet. 1000 startups dans ce coin, ça place la barre très très haute en fait pour Paris, ça a même fait la une de certains magazines spécialisés sur le web aux États-Unis. Ouais, écoute, j'en ai pas plus entendu parler que ça aux États-Unis. Je l'ai évidemment vu hier en France un peu partout. Je trouve que c'est génial. Moi, je trouve que c'est une super initiative. Une fois de plus, Xavier Niel nous surprend. Moi, ce que j'aime vraiment chez lui, c'est que c'est un entrepreneur qui a évidemment réussi, mais qui redonne beaucoup à la communauté, que ce soit avec son école 42 ou que ce soit avec ça, cet incubateur, que ce soit avec Kima Ventures. Évidemment, il y a un but lucratif derrière tout ça, mais enfin, lucratif sur ce coup-là, il va dépenser beaucoup d'argent quand même, hein, parce que c'est voilà, un coup ce que j'allais dire. À 150 millions d'euros là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus, il fait pas tout ça dans le vide. J'imagine que derrière ça, il espère récupérer de l'argent, mais s'il voulait vraiment bien investir son argent, c'est pas là où il irait. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un de ces entrepreneurs français qui apporte énormément et c'est exceptionnel. Qui est en train de booster l'écosystème. On va parler des infos qui font un petit peu la une là-bas à Palo Alto, dans la Silicon Valley précisément. Évidemment, le rachat de BlackBerry, c'est un peu la mort d'un dinosaure de la téléphonie. BlackBerry, on pensait qu'il pouvait se refaire un peu la cerise il y a quelques années. Ils étaient devenus très branchés, ils étaient toujours très branchés chez les chefs d'entreprise, et ils étaient devenus très branchés chez les jeunes aussi, parce qu'ils ne vendaient pas cher leur téléphone non plus. Et on se disait, tiens, finalement, avec le SMS, le petit clavier permanent sur les BlackBerry, ça peut faire l'affaire, et finalement, ça fait pas tant l'affaire que ça. Les ventes ont chuté. Et pour 4,7 milliards d'euros, ce qui est quand même pas mal, finalement, un des actionnaires a pris la main sur, il avait 10%, il a pris la main sur la totale de cette boîte canadienne. Oui, écoute, c'est la mort attendue, c'est pas une grande surprise. C'est vraiment la mort ? Non, c'est pas la mort, c'est peut-être aussi pour être tranquille, on dit que c'est pour ne plus être coté en bourse et avoir les mains libres pour changer de stratégie aussi. Oui, non, mais ils peuvent changer de stratégie autant qu'ils veulent. En tout cas, ça fait quand même plusieurs années maintenant que BlackBerry n'est plus aussi intéressant qu'il était avant. Moi, je pense que ce qui a fait la mort de BlackBerry, ou en tout cas le déclin, c'est vraiment ils ont pas su attirer les développeurs assez tôt. Parce que dès qu'on a commencé à connaître l'iPhone et puis ensuite Android, on a tout de suite été accroché à ces plateformes par justement toutes les apps qui sont dessus, qui se développent, qui s'améliorent et qui améliorent l'usage de la plateforme. Et là où BlackBerry n'a pas été bon, et je sais parce que nous on leur avait parlé à l'époque de Productive, on crée toutes ces applis, ils contactaient les développeurs mais ils n'avaient pas vraiment d'offres intéressantes pour nous. Alors on s'intéressait pas à BlackBerry, c'est assez dur de développer sur BlackBerry une appli, ça prend beaucoup de temps, donc on n'était pas excités. Par contre, Windows Phone, qui est la 4e plateforme mobile aujourd'hui, évidemment dont on parle encore un peu, eux ils sont plus intelligents avec les développeurs, et je viens de voir justement hier que Flipboard avait annoncé en même temps que leur levée de fonds de 50 millions de dollars qu'ils allaient lancer une appli sur Windows Phone. Alors il faut savoir que les développeurs comme ceux-là qui se lancent sur Windows Phone sont financés à coup de très gros chèques par Microsoft. Parce qu'ils savent que sans ça, ils le feront pas. Et quand je parle de gros chèques, on parle très souvent de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire parfois $1 million. C'est ça qui est en jeu. Mais au moins, ils arrivent à avoir des belles applications sur Windows Phone. Et ça, BlackBerry a raté complètement le coche. Je pense que c'est ce qui les a, entre autres, mené à cette perte. Je crois qu'on avait des images de BlackBerry d'ailleurs, parce qu'ils ont fait des téléphones qui étaient pas mal, qui étaient assez jolis, mais bon, finalement,
C'est cette histoire de clavier qui les a un petit peu tués. Un mot d'un succès français, là-bas aux États-Unis, en tout cas ce qui se dessine comme étant peut-être un vrai succès, et qui est dû à Jonathan Benassaya, qui est le créateur de Deezer en France. Donc, il a un petit peu de biscuit, le garçon. Et c'est Stream Nation. Stream Nation, c'est du cloud avec une vraie dimension sociale. C'est un cloud de nouvelle génération et très très orienté sur les loisirs et la famille finalement qu'il a mis en place. Beaucoup plus sexy que Dropbox ou tout ce qu'on veut du même style. Et écoute, ça commence à pas mal marcher. Stream Nation, ça fait quand même quelques mois que Jonathan travaille dessus. Il est venu s'installer à San Francisco, donc il y a 2 ans maintenant, après Deezer, pour monter sa nouvelle startup. Et Stream Nation, ce qui rend le produit assez intéressant, c'est un marché qui reste quand même assez concurrentiel. Mais ce qui rend le produit intéressant, c'est que il a créé vraiment un Dropbox pour les médias. Démarrer avec de la vidéo, maintenant de la photo. Il y a d'autres types de médias qui vont arriver très rapidement. Mais du coup, ça crée d'un côté un espace sécurisé pour toutes ces vidéos et photos, et de l'autre côté, ça permet de partager. Moi, une fonctionnalité que j'aime beaucoup dessus, que j'utilise, c'est qu'à partir du moment où on est amis sur Stream Nation, on peut finalement s'emprunter des médias. Voilà, donc si j'ai envie de voir une de tes vidéos de vacances, elles sont sur ton espace à toi, mais je peux te l'emprunter. Je peux aussi emprunter des films que j'ai un peu piratés, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Écoute, voilà, si jamais t'as piraté quelque chose, c'est vrai que je pourrais y jeter un œil. J'ai quelques amis sur Stream Nation qui ont 600 films. Alors, c'est des amateurs de films gore et de nanars, par exemple. Je citerai pas le nom de celui qui en a mis des centaines et des centaines. Je pense qu'il n'est pas tous allé les acheter nécessairement et qu'il a passé sa collection complète de films. Donc, finalement, ça permet aussi de retrouver des films qu'on trouve plus du tout dans le circuit. Ce qui est pas mal comme système. Hein. Oui, il y a cette fonctionnalité justement ils appellent ça borrowing, donc vraiment emprunter et aussi voir tous ces médias offline. Donc tu peux cacher tout un tas de vidéos. Donc vraiment un super produit où il y a eu beaucoup d'itérations et qui aujourd'hui commence à avoir pas mal de succès, entre autres aussi avec donc d'un côté les familles et de l'autre côté pas mal les photographes professionnels qui s'en servent pour partager ça avec leurs clients. Donc des usages intéressants. Jonathan Benassaya qui est parti s'installer il y a 2 ans, peut-être maintenant, 1 an et demi, 2 ans du côté de San Francisco, qui avait essayé avec Pleasy de faire quelque chose autour de la vidéo qui soit très très social, de partage de la vidéo. Ça n'a pas nécessairement marché comme il l'entendait. Il a pris un morceau de Pleasy finalement et il en a fait ce Stream Nation qui commence à trouver vraiment son public. Il y a un autre espace qui trouve son public également aux États-Unis, c'est AngelList. AngelList qui a levé d'ailleurs de l'argent, là, 2,4 millions de dollars, je crois bien. On ferait pas mal de 24. 24, pardon, oui, c'est vrai. 24. En même temps, je disais 2,4 millions de dollars, on n'en parle même pas aux États-Unis, c'est un peu petit. 24 millions de dollars, AngelList, qui est un espace en fait où on vient faire son marché lorsqu'on est investisseur. Il faut être investisseur un peu agréé sur AngelList pour venir faire son marché sur des startups, pour investir dans des startups. En fait, c'est un peu ça le principe, mais ça a beaucoup bougé depuis que ça existe. Écoute, ils sont super forts, les mecs d'AngelList. Donc ça, c'est la première grosse levée. Ils avaient levé de l'argent, mais de manière un peu discrète au tout début. On ne savait pas vraiment si c'était une start-up ou si c'était une non-profit. On savait pas ce que ça allait devenir un peu AngelList. Aujourd'hui, ils ont réussi à un pari qui est fantastique. C'est déjà à faire venir tous les investisseurs qui comptent sur AngelList, avoir un profil investisseur. Donc il faut être effectivement un investisseur accrédité, ce qui veut dire qu'on a un peu plus de 1 million de dollars en patrimoine. C'est tout ce qu'il faut pour être investisseur accrédité sur AngelList. Et ensuite, on a accès à les startups. Donc les startups, évidemment, ils n'ont aucun problème à en avoir, AngelList, parce que tout le monde cherche à lever de l'argent. C'est la mode en ce moment. Et donc, on s'inscrit dessus et on rentre en contact avec les investisseurs. Il y a toute une mécanique aussi de promotion des startups. Donc AngelList a tout un tas d'algorithmes qui leur permet de voir les startups qui sont branchées et de les faire remonter dans les résultats. Et donc, en général, ça équivaut à beaucoup d'introductions avec des investisseurs. Donc ils ont levé 24 millions et ils sont vraiment en train de changer le paysage de l'intermédiation entre les investisseurs et les entreprises. Pas que des startups d'ailleurs. Et moi, je suis vraiment impressionné par AngelList. Parce qu'il y a toute la paperasserie qui est quand même un élément important lorsqu'on s'est mis d'accord.
Et toute cette paperasserie est aussi peut être traitée en partie en ligne. Il y a des documents type un petit peu pour que ça aille vite au niveau de l'investissement, je crois. Oui. Effectivement, ils mettent en place tout un tas d'outils autour de la levée de fonds. Et c'est ça qui fait qu'ils ont un avantage. À partir du moment où on décide de lever sur AngelList, ça devient notre PowerPoint de présentation, il est sur AngelList. Les termes de la levée de fonds sont sur AngelList, le contact avec les avocats, etc. Tout se passe au même endroit. On parle de start-up, on parle de choses dématérialisées, et puis pour ceux qui sont en train de regarder WatchUp, on voit derrière un joli petit tableau blanc, si on peut le remettre avec Ilan, avec les petites réflexions du jour pour parler de Jive, de Productive, j'imagine. Enfin voilà, il y a eu des réunions, c'est la salle de réunion en fait. Hein, je sais pas s'il y a des informations confidentielles qui sont sur ce tableau, mais en tout cas là c'est bon, on les a eues pendant 10 minutes plein choix. Donc c'est bon. Ouais, bah écoute, j'espère que vous vous êtes inspirés. C'est une des 100 salles de réunion. Il y a 100 salles de réunion ? Sérieusement ? Ouais, non, il n'y en a pas 100, mais il y en a beaucoup. C'est assez grand. Hein. Jive à Palo Alto, c'est un building entier. Rien qu'à Palo Alto. Combien là, tu nous rappelles ? On est près de 700 maintenant. Ah oui, évidemment. Alors, on parle plus tellement de start-up là dans ces. Ilan, est-ce que tu peux zoomer s'il te plaît derrière toi sur le tableau ? Parce qu'il y a des... Non, il va falloir que tu mettes tes lunettes pour mieux voir. Bon, tu restes avec nous, Ilan, parce qu'on va continuer à parler donc de start-up évidemment, avec notamment Wizbee. Wizbee et Benjamin Ducosso, qui est le fondateur et le président de Wizbee. C'est des gens de Grenoble qui sont là-bas, qui ont été incubés à Grenoble, qui sont des étudiants de Grenoble au départ. D'ailleurs, il va nous raconter un petit peu ça parce qu'ils ont vraiment mis à contribution tout le monde dans l'affaire. C'est-à-dire que là, quand ils ont décidé de lancer la start-up, il a fallu que toute l'école s'y mette. Et Wizbee vient de lever 800 000 €. Je ne sais pas si Benjamin est avec nous, mais ça serait sympa qu'on l'accueille. Salut Benjamin. Salut Bertrand. Alors, je ne le vois pas encore, mais je l'entends. C'est déjà bon signe. Ah bah voilà, Benjamin, Wizbee, c'est dans les bureaux de Grenoble, hein, précisément. Tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est les bureaux dans lesquels on a aménagé il y a maintenant, il y a maintenant 5 mois. Moi, je vais vous raconter un peu. Tu veux que je te raconte un peu l'histoire ? Ah bah oui. Ouais. Bon. Donc voilà. Donc Wizbee, c'est une histoire entrepreneuriale. C'est l'histoire de Emeric, de Romain et moi. Donc 3 copains sortant de l'école à GEM, Grenoble École de Management. Et on avait eu l'idée de créer un réseau qui puisse permettre aux jeunes du monde entier, peu importe l'information, de pouvoir se rencontrer et de pouvoir créer des projets ensemble ou alors de se faire recruter. Donc c'est un LinkedIn, mais pour les étudiants, et qui possède 2 spécificités. C'est que d'une part, nous, on ne s'occupe que des étudiants et des jeunes diplômés. Et puis la deuxième chose, c'est que chez nous, on fait l'emploi, comme LinkedIn et Viadeo. Mais chez nous, on fait également l'entrepreneuriat parce que grâce à Wizbee, il y a maintenant plus de 500 projets de création d'entreprises qui sont nés de la rencontre entre des jeunes talents de formation et d'horizons différents. Voilà. On va te demander de te centrer un tout petit peu pour qu'on puisse profiter de toi sur le centre de l'image. Mais c'est aujourd'hui, je présentais tout à l'heure en disant que c'est un LinkedIn pour les étudiants et les jeunes diplômés. C'est vraiment là-dessus que c'est parti parce qu'il faut que ce soit un outil pratique pour faire vraiment vivre le réseau et que les étudiants puissent trouver du job tout simplement. Et ça marche aussi évidemment pour les entreprises et c'est même elles qui paient le service pour aller chercher des têtes, chasser des têtes finalement. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a vraiment 2 aspects sur Wizbee. Donc tu as le premier aspect, c'est comme tu dis, un LinkedIn pour les étudiants. Donc là, c'est une plateforme qui est vraiment dédiée aux jeunes avec un marketing conçu pour les jeunes et qui vraiment va leur permettre de faire finalement 3 choses. La première chose, c'est qu'ils peuvent développer leur réseau en rencontrant d'autres jeunes, d'autres horizons. La deuxième, c'est qu'ils peuvent trouver un stage, une alternance ou un premier emploi dessus. Et la troisième, c'est qu'ils peuvent rencontrer d'autres jeunes et puis créer des projets de création d'entreprise avec eux. Voilà. Et effectivement, à côté, on a une autre interface, qui est une interface qui est destinée, elle, aux entreprises et qui va les permettre aux entreprises d'aller recruter des jeunes talents sur la plateforme ou alors de développer leur image auprès de cette population. Vous venez juste d'annoncer la levée de 800 000 €, ce qui est plutôt pas mal, auprès de pas mal de monde. D'ailleurs, plutôt locaux, hein. Il y a des investisseurs locaux qui sont intervenus là. Ouais, on a toujours nos actionnaires historiques. Donc, pour la petite histoire, tu disais tout à l'heure que Wizbee avait mobilisé beaucoup de monde. Donc, c'est vrai qu'on a une histoire qui est un petit peu particulière. C'est qu'en fait, on s'est monté avec l'appui, je reviens en arrière, pardon, mais on s'est monté en fait avec l'appui de 33 étudiants provenant de 11 formations différentes
et qui chacun ont apporté leur pierre à l'édifice pour construire Whisby et le réseau social. Donc on a eu par exemple 15 développeurs d'une formation à l'USTI, un étudiant en droit, un étudiant en design à Helsinki, et bref, un petit peu tout le monde a participé. Et les premiers en fait à nous accompagner financièrement, ça a été des banques, ça a été notamment le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes et puis la Banque Populaire des Alpes. Donc la seule start-up en France qui a été financée par des banques. Bah, tu vois. Il en existe une finalement. Ouais, il en reste pas une, il en existe pas une, il en existe une. Nous, on en a deux. Donc, c'est le Crédit Agricole et la Banque Populaire qui nous ont financé dans notre premier tour de table de 311 000 euros qui avait été fait en juillet 2011, août 2011, pardon. Et puis également, bien sûr, les Grenoble Angels. Et puis maintenant, on a eu un deuxième shot. Donc, on vient d'annoncer une augmentation de capital de 800 000 euros et qui, elle, a été faite avec non seulement nos actionnaires historiques, mais également 3 personnalités importantes pour nous du monde du web et de l'entreprise. Donc, la première, c'est Olivier Ekman. Donc, Olivier Ekman, qui était l'entrepreneur en série, qui avait cofondé avec Michel Meyer, qui est directeur général du groupe Viadeo, qui avait cofondé Multimania, et puis Kewego, et qu'il avait introduit en bourse. Ensuite, on a fait rentrer une grande dame qui s'appelle Véronique Di Benedetto, qui est directrice adjointe du groupe Econocom en France. Et puis, une troisième personne qui s'appelle Vincent Gentil, qui lui est directeur général de Leroy Merlin en Russie, et qui était l'ancien vice-président du groupe de Leroy Merlin, groupe ADO. Et ces 3 personnalités qui nous apportent leur connaissance du web pour Olivier, et également leur connaissance du tissu industriel et du milieu de l'entreprise pour pouvoir continuer à développer la commercialisation de nous. Benjamin, j'ai un stylo dans la main. Je ne sais pas ce que tu as dans la main, mais il faut arrêter de jouer avec tout de suite. Le fait du bruit. Moi, j'ai le droit de jouer avec mon stylo dans le silence. Tiens, on va regarder une petite vidéo de présentation de Whisby, même si ça a bougé depuis, mais ça donne une idée aussi des termes du service. Il paraît qu'aujourd'hui, 1 + 1 = 2. Pourtant, il existe un endroit sur le web où 1 et 1 font finalement 3. Cet endroit, c'est Whisby, le réseau social des étudiants entreprenants. En rejoignant la communauté, les étudiants de toutes les formations se rencontrent, partagent et mettent leurs compétences à profit en développant des projets tous ensemble. Sur Whisby, c'est la mutualisation des compétences qui apporte bien plus que la somme des talents individuels. Vous vous impliquez en donnant vie à vos idées ou à celles des autres, et chacun y trouve son bénéfice. Certains créent leurs entreprises, pendant que les autres, ceux qui aident, prouvent leurs compétences, gagnent des décorations et des recommandations. Ils se construisent alors un CV de leur activité qui séduit les recruteurs attentifs au réseau. Avec Whisby, retrouvez une interface ludique, des outils communautaires et partagez une philosophie basée sur l'entraide, l'humilité, la créativité et l'initiative. Whisby, prenez du plaisir à entreprendre et allez jusqu'au bout de vos ambitions. La présentation de Whisby, donc ça a un petit peu bougé là, ça, Benjamin, depuis que vous avez levé de l'argent, depuis qu'il y a un élargissement des services finalement qui sont proposés. L'idée d'origine est restée la même, c'est-à-dire qu'on a toujours cette différenciation qui est la différenciation entrepreneuriale et qui fait dire que Whisby, c'est pas qu'un réseau social pour l'emploi, mais c'est aussi l'entrepreneuriat. Par contre, ce qui a été beaucoup poussé et qui est normal, je pense, dans l'étape de développement de l'entreprise, c'est toute la partie recrutement, qui au début était une petite brique sur Whisby et qui maintenant est une brique plus importante et qui permet aujourd'hui à plus de 50 000 étudiants et jeunes diplômés de trouver des stages, des premiers emplois ou d'être chassés tout simplement par les entreprises. D'ailleurs, il y a une nouvelle brique, entre guillemets, que vous mettez en place avec, en annonçant justement ces 800 000 euros, vous avez annoncé aussi Carrière. Et Carrière, c'est quelque chose qui va permettre vraiment de mettre les étudiants, notamment les diplômés, en réseau de façon très très automatique. C'est assez étonnant, on voit des images aussi, mais ça va permettre tout simplement à ceux qui sont à la recherche d'être informés de ceux qui sont autour d'eux, qui peuvent être de la même école, qui ont un rapport avec eux, qui va leur permettre d'avancer tout simplement. Enfin, tu peux peut-être en parler mieux. Ouais, en fait, franchement, Carrière, c'est l'augmentation de capital est quelque chose de très bien, mais Carrière est vraiment quelque chose dont je suis très fier et où je suis très content pour la totalité de l'équipe qui est en train de travailler. Parce que ça n'existe pas sur Viadeo ou LinkedIn, ça, Carrière. Alors, ça n'existe pas tout simplement pour une raison, c'est qu'en fait, on a axé vraiment sur nos points différenciants par rapport à LinkedIn et de Viadeo, et on a voulu les creuser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Carrière, c'est un programme
qui a été conçu pour accélérer l'insertion professionnelle des étudiants et des jeunes diplômés. Et en fait, ça repose sur 3 piliers principalement. Le premier pilier, c'est qu'on va exploiter les réseaux d'amis et les réseaux d'école des étudiants, qui finalement sont les réseaux qu'ils se font quand ils sont en classe, hein. Et ça va leur permettre d'aller trouver plus facilement des opportunités carrière. Je m'explique. Si demain tu veux travailler chez Schneider, tu tapes Schneider sur Wizbee et carrière va vous indiquer non seulement des annonces d'emploi et de stage chez Schneider, mais également des gens qui sont dans votre réseau d'amis ou votre réseau d'école et qui peuvent vous permettre d'aller travailler chez Schneider. Donc vraiment, on exploite le réseau des étudiants pour leur permettre d'atteindre de meilleures opportunités de carrière. La deuxième chose que fait Carrière, c'est qu'on a construit un flux d'actualités innovant qui va non seulement retracer l'actualité de son réseau, donc comme LinkedIn ou comme Viadeo, mais également suggérer des opportunités de carrière, donc des stages, des emplois, mais également bien d'autres choses encore, et qui vont correspondre au profil de l'étudiant et à sa recherche. Et ce qui est vraiment fantastique avec Carrière, et là où on est fier, c'est que Carrière marche sur l'emploi, mais Carrière marche également sur l'entrepreneuriat. Parce que si vous recherchez un web designer qui a des compétences en web design et bien d'autres choses encore, eh bien, vous allez l'indiquer et Carrière va vous proposer tout un tas de gens à rencontrer et qui ont des compétences en web design et qui peuvent se joindre à vous pour monter un projet de création d'entreprise. Et enfin, le dernier pilier de Carrière, et je pense que c'est un pilier qui est très très important pour les étudiants, c'est que sur chaque profil, on a indiqué des marqueurs qui vont finalement vous révéler lorsque vous avez un intérêt à rencontrer quelqu'un. Je m'explique. Vous allez par exemple voir une dame qui peut s'appeler Magda ou Cécile et on va vous indiquer sur son profil, Magda peut vous intéresser parce que elle a travaillé en marketing chez Schneider et qu'en plus de ça, vous avez 8 amis en commun et qu'elle a fait la même formation que vous. Donc en fait, via Carrière, on va agir comme un accélérateur d'opportunités pour les étudiants et on veut les guider dans le développement de leur réseau, tout simplement pour les aider à faire décoller leur avenir. Alors on a senti que c'était vraiment le point différenciant là maintenant qui se passe avec Carrière, parce que c'est vrai qu'il y a de l'input, on va dire, par rapport à ce qui se passe sur d'autres réseaux sociaux. Il faut aller faire son marché soi-même et établir ses contacts soi-même. Là, vous allez créer vraiment quelque chose ou vous donner à manger d'une certaine façon pour élargir son réseau de façon intelligente. Et puis juste en passage, un petit truc sur le pire CV alors c'était quoi? C'était le concours du pire CV vidéo. Vous avez mis ça en place, ça c'était plus pour vous marrer, mais ça a connu un joli succès. Il y a eu des CV, on va regarder juste quelques secondes d'un CV qui a été fait. Alors il y a plein d'étudiants, tu nous diras comment ça s'est passé, qui ont participé à ça. Et là, vous en avez un qui est assez gratiné. On va retourner à ça. Ah, vous êtes là? Laissez-moi vous présenter mon CV vidéo. Allons voir. Je me présente au poste d'avocat. Chérie, mon chéri, ton attaché caisse. Ah, maman. Voilà, pire CV vidéo, c'est ringard à souhait, c'est fait exprès évidemment, hein, mais il y en a de temps en temps qui les font en pensant qu'ils font des trucs bien, et on a tous des exemples de vidéos assez calamiteuses qui ont été réalisées, qui sont envoyées parfois pour chercher du boulot. Ça s'est passé comment? C'était quoi l'histoire de ça? Il y a vraiment des écoles qui se sont mises à produire des CV vidéo aussi, des étudiants qui se sont marrés à produire des trucs vraiment nuls. Ouais. Donc, franchement, ça c'est incroyable parce que on a fait ça au début juste pour faire connaître Wizbee la première année en 2011. En fait, on a vu tout de suite que les gens se prenaient au jeu. On a réédité l'édition en 2012, en 2013 et maintenant le concours du pire CV vidéo, il fédère 50 des plus grandes écoles en France. C'est des vidéos qui ont été vues 600 000 fois. Et ouais, c'est franchement un succès de communication dont on est content et qui permet vraiment de faire connaître la marque et de montrer vraiment ce qu'on veut faire de Wizbee. Donc il y a eu ces dernières années les lip-dubs qui étaient faits dans les écoles et puis les pires CV qui étaient faits aussi pour participer à l'aventure. Est-ce qu'il en est toujours avec nous? Il a peut-être un petit mot à dire sur ce type de réseau-là, lui qui est aux États-Unis. Est-ce que les étudiants sont un petit peu fédérés en réseau? Je ne sais pas si Ilan est toujours dans le coin. Oui, je suis là. Est-ce que Wizbee existe aux États-Unis? Est-ce qu'il y a quelque chose d'approchant ou est-ce que c'est plus fragmenté que ça finalement? Non, écoute, à ma connaissance, bon, je suis plus étudiant, donc j'ai pas pas de longtemps, souvenir
d'avoir vu beaucoup de startups qui sont là-dedans. Moi, je trouve que le côté hybride, comme ça, mi-recrutement, tu vois, information, carrière, etc. pour les étudiants, je trouve que c'est très sympa. Je trouve que c'est une bonne idée. Il y en a pas mal qui essayent d'avoir, si tu veux, tous ceux que Facebook, par exemple, a laissé de côté aux États-Unis, c'est-à-dire les étudiants. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gros succès dans ce secteur-là, précisément aux US. Le seul commentaire que j'ai, moi, pour Wizbee, c'est que on va dire que la façon de décrire Wizbee comme un réseau social est pour moi un peu dangereux. Parce que c'est différent déjà d'un réseau social, même si ça a les fonctionnalités d'un réseau social. Je pense qu'un angle d'attaque et le positionnement réseau social est risqué parce qu'on a tous déjà des dizaines de réseaux sociaux et peut-être qu'on n'a pas envie d'en avoir un énième, alors que ce qu'a l'air d'offrir Wizbee va beaucoup plus loin. Donc ça, c'est juste une remarque basée sur mon expérience ici en même temps, je crois que c'est moi qui ai utilisé le mot de réseau social au départ, parce que c'est vrai qu'au départ, ça a été un petit peu présenté aussi comme ça, mais que je crois que Benjamin Ducousseau n'utilise pas tellement ce terme, hein, Benjamin. Non, franchement, je comprends, Dylan, merci pour ton commentaire, et je comprends très bien, et c'est toujours été une difficulté à expliquer vraiment le service, parce qu'on offre donc à la fois l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, et notre mission, c'est de favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes partout autour du monde. Mais je pense que la notion de réseau social est finalement celle qui a été appropriée par les étudiants. C'est-à-dire qu'ils nous voient comme un LinkedIn pour les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, si tu as 95% des jeunes qui sont sur Facebook, mais tu en as moins de 10% qui sont présents sur des réseaux comme LinkedIn et comme Viadeo. Donc en fait, je pense que cette notion, c'est même pas nous qui l'ayons décrite, mais c'est eux qui se la sont appropriées, quoi. Il y en a combien aujourd'hui d'ailleurs? Il y a combien de membres de Wizbee? Alors Dylan, c'est à l'échelle de la France, hein, mais on a aujourd'hui un peu plus de 50 000 membres qui sont présents sur Wizbee. Il y a tous les jours entre 80 et 120 membres qui rejoignent la plateforme. On travaille exclusivement des mécanismes d'acquisition organique de membres, donc on n'achète aucun trafic. Et tous les gens qui sont là aujourd'hui, ils sont là parce qu'ils ont été recommandés et qui sont arrivés sur le service. Et pour donner d'autres chiffres, il y a un peu plus de 30 000 mises en relation qui ont été effectuées entre des étudiants et les entreprises qui utilisent nos services de recrutement. Et le dernier chiffre, et dont je suis le plus fier, c'est qu'il y a plus de 500 projets de création d'entreprises qui sont nés de la rencontre entre ces jeunes talents qui avaient envie d'entreprendre, mais qui finalement peut-être ne l'auraient jamais fait. Et je suis très heureux que ce chiffre existe. Vous êtes combien aujourd'hui chez Wizbee? On est 14. Et ça va grossir. Et on a réalisé l'augmentation de capital pour finir à 20 à fin 2014. On va parler de BAP, bureau à partager, dans quelques secondes. Tiens, on avait des espèces de petites jingles, des petites virgules. Je sais pas si on a toujours ce luxe-là. Je suis sûr que Benjamin va nous trouver ça de l'autre côté de la vitre. Et en tout cas, on va remercier Ilan Abeacera. On va lui souhaiter une bonne journée, puisqu'au moment où on enregistre cette émission dans sa première version en direct, il est, 9h, 10h du matin à Palo Alto, et la journée démarre dans les bureaux de Jive. Salut Ilan, à bientôt. Salut à tous. Benjamin reste avec nous, on fait une petite virgule et on découvre BAP. Oh, c'était joli, c'était beau, c'était incroyable. Clément Alteresco, c'est le CEO de Bureau à partager, BAP ou BAP, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, il va nous le dire tout de suite. Salut Clément. Est-ce qu'il est là? Ah non, il n'est pas là, Clément. Il a disparu, je ne sais pas où il est. On va le trouver. Bon, Benjamin, qu'est-ce qui va se passer là de particulier dans les semaines qui viennent pour Wizbee? On va en profiter pour dire encore un petit mot ensemble. Qu'est-ce qui va se passer de spécial? C'est quoi le premier chantier qu'on met en place quand on a vraiment un petit peu plus d'argent et un peu les moyens tout d'un coup de voir venir? Là, pour l'instant, on est absolument concentré sur le recrutement. Donc le but de cet argent est vraiment d'intensifier tous nos investissements sur la partie audience pour accélérer notre audience de manière organique. Donc on recrute des designers, des développeurs, et également on va intensifier pour beaucoup nos investissements sur le mobile. Donc le prochain enjeu, c'est le mobile et bien sûr l'acquisition organique de membres. Donc on déménage et on recrute. Et ça nous prend déménagement toujours sur Grenoble même? Ouais, toujours sur Grenoble, pas très loin, et dans un local un petit peu plus grand, quelque chose comme 220 mètres carrés. Et voilà, on fait grandir le bureau petit à petit. Et vous arrivez à trouver facilement des profils sur place? Est-ce que l'écosystème local est favorable pour le développement d'une startup comme Wizbee?
Oui, je pense que franchement, Grenoble est une des villes les plus innovantes au monde et il y a énormément d'ingénieurs qui sont dans les parages. Je pense qu'on a une grande chance et c'est que il y a peut-être ici les meilleurs ingénieurs au monde. Donc oui, on a la possibilité de trouver les développeurs assez facilement. C'est un peu plus dur par contre sur des marketeurs et sur des commerciaux. C'est sûr que c'est pas Paris, mais pour ça, il y a d'autres solutions qui existent, comme ouvrir des bureaux à Paris notamment. Donc on n'est pas inquiet. Bon, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Est-ce que Clément est apparu ? Il est apparu. Oh, voilà, c'est l'apparition du soir. Salut, Clément Alterasco de BAP ou qu'est-ce qu'on dit ? On dit BAP ou BAP finalement ? Comme tu veux. Alors Comme pour l'instant, on entend BAP, une voix, on n'a BAP. pas encore l'image. Donc voilà, on découvre le visage de Clément. Je suis à peu près. Merci d'être avec nous ce soir. C'est comme on veut, c'est bureau à partager. En fait, c'est parti du constat qu'il y a vraiment un besoin dans la coloc professionnelle et que il y a toujours une histoire, on a toujours un storytelling quand on crée une start-up. Ça démarrait où finalement l'histoire de ça ? De quel besoin que tu aurais pu avoir toi ? En fait, c'est démarré tout simplement par un besoin d'entreprise. À l'époque, j'étais dans une société qui faisait du conseil en nouvelle techno. On avait un plateau de 200 mètres carrés. On a pris un deuxième plateau de 200 mètres carrés parce qu'on avait une opportunité. Et on a essayé de trouver des colocs. On avait épuisé notre réseau et puis on a regardé sur Internet s'il n'y avait pas des sites pour faire ça. Il n'y en avait pas. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on va faire un petit réseau pour les entrepreneurs qui cherchent des colocs pro. Et ça a pris comme ça tout seul. On s'en est vraiment occupé pendant... c'était en 2006, fin 2006. Donc bien avant toute l'économie collaborative et les Airbnb. Il faut dire que toi, même si ça se voit pas là, parce qu'on se dit il est très jeune, tu es un vieux de la vieille du web. C'est pas ta première histoire. Hein. Ça fait très très longtemps que tu crées des boîtes, que tu participes à des projets. Ça fait 10 ans. Ouais. Voilà, c'est pas encore. Il y a pas eu encore la barbe blanche. Non, pas encore. Il y a eu des choses. Oui, il y a eu des choses sympas au milieu de tout ça, des belles aventures. Ouais, il y a eu des belles choses, c'est vrai. Donc moi j'ai eu la chance de grandir avec une société qui s'appelle Faber Novel, qui a fait un peu de chemin depuis 10 ans. Et au sein de Faber Novel, on a créé pas mal de projets, on a investi dans pas mal de boîtes. Dont une qui a été vendue à Vivendi, qui s'appelle Digitic. C'est le plus gros succès. Donc ouais, j'ai un peu roulé ma bosse dans le web et je suis aussi parti à San Francisco voir un petit peu ce qui se passe en Silicon Valley pendant 3 ans. Et ça m'a donné quelques convictions sur l'entrepreneuriat et notamment sur le coworking et le partage de bureaux. Ouais, parce que les coworking space, comme on les appelle là-bas, il y en a vraiment énormément à San Francisco. C'est incroyable le nombre d'endroits où on arrive et on voit 50, 100 startups. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Ça commence à se développer un peu partout en France maintenant, mais c'est un phénomène qui est relativement récent finalement. Ouais, alors le coworking, ça a démarré en fait sur la côte est des États-Unis. À la base, c'est quelques freelances qui se retrouvent dans un café et qui finalement se disent bon bah venez, on va tous bosser dans notre appart. Puis finalement, ils trouvent un espace et puis ils commencent à bosser ensemble et puis ils se regroupent entre indépendants à la base. Et puis ça c'est parti très vite sur la côte ouest, San Francisco évidemment. Et depuis 2006-2007, dans le monde, il y a 2500 coworking qui sont créés. Donc un vrai boom. En France, ça fait vraiment 2-3 ans. Il y a des coworking qui s'ouvrent en France tous les mois pratiquement. Donc, il y en a presque dans toutes les villes maintenant. C'est vraiment réparti géographiquement. C'est pas uniquement Paris où pour le coup les loyers sont extrêmement chers et qu'il y a une nécessité absolue quand on veut un morceau de bureau à partager. Ouais, finalement c'est pas que le prix du mètre carré, même si c'est important. C'est aussi cette envie de partager un espace entre entrepreneurs, entre freelance, indépendants. Voilà, c'est des petites boîtes qui font entre 1, 4, 5 personnes. Qui se rendent bien compte qu'à partir du moment où elles sont ensemble, elles peuvent résoudre des problèmes à plusieurs, s'entraider. Voilà, donc c'est vraiment ça l'esprit. C'est au lieu de bosser tout seul chez soi, au lieu de bosser dans son garage, c'est beaucoup plus sympa d'être à plusieurs. On se débrouille. Donc dans plein de villes, il y a des coworking qui poussent. Souvent, c'est aidé par une association qui fait déjà des choses de l'entrepreneuriat dans le coin. Mais c'est aussi spontané. Il y a des coworking qui se montent parce qu'il y a un entrepreneur qui dit bon allez, je vais prendre 200 mètres carrés et puis je l'ouvre. À plein de startups. Donc ça se fait assez spontanément comme ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des phénomènes qui sont assez proches de la colocation dans le monde normal, on va dire, entre étudiants par exemple. Quand les gens font de la colocation, naturellement, ils ont tendance à devenir plus copains que quand ils sont pas en colocation. On découvre des amis, des amours aussi parfois, et ça marche de la même façon avec les entreprises parce qu'on se rend compte, il y a des études apparemment qui ont été faites, que les entreprises qui font de la colocation dans les mêmes bureaux finissent
instinctivement par travailler ensemble sur un ou deux projets. Il y a toujours quelque chose qui finit par trouver son chemin au milieu, même si on n'était pas du tout fait pour se rencontrer professionnellement au départ. Voilà, c'est le mythique du bureau. Quoi. C'est le mythique du bureau. Oui, ce qui n'empêche pas en plus d'avoir des amitiés ou de coucher ensemble derrière, mais c'est en plus on fait du business, quoi. Exactement. Mais donc ouais, effectivement, on a fait une petite étude qu'on va refaire cette année sur les membres du bureau partagé. Et on s'est rendu compte qu'il y a 55% de nos membres qui, entre colocs, ont au moins travaillé une fois ensemble. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'une personne sur deux en coloc qui bosse avec un de ses colocs. Donc ça donne juste la mesure de l'amplitude des synergies qui opèrent à partir du moment où on partage les bureaux. Donc c'est ça vraiment la force. Moi j'ai eu la chance de m'occuper d'un coworking space aux États-Unis. Et ce que je me rendais finalement compte que les gens qui venaient dans le coworking, ils cherchaient pas forcément des bureaux. En fait, une semaine ou deux après, ils venaient me voir et me disaient c'est génial, je travaille avec ce mec-là, je trouvais un graphiste, ce mec-là m'a filé des conseils sur ma fiscalité. Bref, il y a vraiment, on vient chercher l'expertise et au final, ils trouvent des amis, des collègues, des gens avec qui ils bossent. C'est ça la vraie force du modèle. Quoi. Parce que finalement, n'importe quel working space où il y a pas mal de startups devient un petit incubateur qui crée une forme de dynamique assez nouvelle. Il y a combien d'espaces comme ça qui existent aujourd'hui en France ? Alors, j'ai pas le nombre exact. À Paris-Île-de-France, je l'ai un peu plus. On est autour de 40. Alors après, il y a des espaces qui sont à cheval entre des coworking, après les centres d'affaires. Il y a plein de... Les nuances sont assez difficiles à voir. Mais je dirais qu'en Île-de-France, il y a une grosse cinquantaine d'espaces. Et en France, on doit être à 150, je pense, environ. Ouais, je trouve les derniers chiffres. Je les ai pas en tête. Mais ça pousse en fait tous les jours. Donc ça représente un vrai marché aujourd'hui. Il y a vraiment énormément de startups qui sont dans des systèmes comme ça. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, le projet donc de la Halle Fraissinet avec 1000 startups au même endroit, initié donc notamment financé par Xavier Niel, qui a été initié soit par la mairie de Paris, soit par Fleur Pellerin, on ne sait plus trop. En tout cas, il va exister ce projet-là. Est-ce que ça peut vous gêner, vous, dans le business ? Parce que tout d'un coup, ça crée un appel d'air. 1000 startups qui vont aller s'installer dans un endroit comme ça. Enfin, si tant est qu'elles y aillent, mais a priori, il y aura quelque chose d'intéressant là-bas. Alors, effectivement, il faut les traîner dans le 13e, parce que moi, là-bas, beaucoup de gens... Ah oui, d'accord, ça y est, on commence le racisme sur le 13e. C'est vrai que c'est un peu loin, excusez-moi, je vais loin des centres névralgiques de la ville. Enfin, c'est quand même mieux que les trucs imaginés à 30 km de Paris dont on parlait il y a encore quelques mois. Est-ce que je peux défendre le 13e, s'il vous plaît ? Oui, vas-y, défends le 13e un peu, Benjamin. Ça nous rassure en plus pour savoir que tu es encore bien... Je suis totalement avec vous, c'est à 2 pas de chez moi, et c'est un très bel endroit, la Halle Fraissinet. Pas très bien. En même temps, quand on va à Londres et qu'on va dans le carré magique de Londres ou le triangle d'or de Londres, qui n'a rien à voir avec la drogue bien sûr, mais avec les startups, pour le coup, ça se passe au nord-est de Londres, c'est pas le quartier le plus sexy, et c'est un endroit où la branchitude londonienne n'allait pas au départ, ça l'est devenu maintenant un petit peu plus, mais toutes les startups sont là-bas. Il faut bien investir là où il y a encore des espaces disponibles et des gros espaces disponibles pour le coup. Mais bon, vous pensez que c'est pas nécessairement une concurrence. Vous rigolez, non, bien sûr, il y a un besoin, il y a une demande partout. Il y aura évidemment tout d'un coup énormément d'espace à un endroit, plein de boîtes qui vont s'y engouffrer, donc peut-être qu'effectivement ça va déstabiliser un peu le marché, parce que 1000 boîtes, 100 000 m², c'est quand même beaucoup beaucoup d'espace. J'ai du mal à me rendre compte de l'impact. De toute façon, c'est en 2017, donc on a le temps de voir venir. Et c'est a priori dédié au numérique, donc il n'y a pas que des boîtes du numérique qui font du partage de bureau, loin de là. C'est vraiment tout type de boîtes qui font cette activité. Donc je pense qu'il y a quand même énormément de boîtes à Paris, il n'y aura pas de souci, je pense. Le tarif moyen à Paris, c'est difficile de le dire, mais on sait que c'est à peu près aux alentours de 300 €, ça va entre 250 et 400 à peu près. Est-ce que c'est des tarifs qui sont assez géographiquement cohérents avec le reste de la France, ou finalement c'est quand même très très cher sur Paris et sur les grandes villes françaises, on va dire, et très différent ailleurs? Oui, c'est 50% plus cher à Paris, c'est très net sur nos métriques. On monte même jusqu'à 500, 600 € sur Paris, sur des postes. On parle d'un bureau là, c'est-à-dire qu'on parle d'un espace, simplement un bureau avec une connexion Wi-Fi et le chauffage. Une chaise, une table. Une chaise, une table et voilà. Service à côté.
Mais ça peut aussi descendre sur des bons plans très bien à 250. Donc ça dépend vraiment de qui partage, combien il paye de loyer, quels sont les services associés. C'est ce qui est vraiment génial sur la plateforme BAP, c'est qu'on trouve de tout. On trouve aussi bien du super standing proche du centre d'affaires avec de la moulure au plafond et de la cheminée, et le bureau un peu pourri Ikea avec en cave qui va coûter 200 euros. Donc, j'imagine qu'on trouve aussi des choses qui permettent de venir travailler pendant une journée, une semaine, rapidement, à la demande, et puis des choses où on s'installe en fait sur plusieurs mois. Exactement, il y a une flexibilité extrême. D'un côté, on a des coworking space qui sont vraiment à la journée, à la semaine, au mois, qui peuvent accepter, qui sont dimensionnés pour ça, pour accepter des courtes durées. Et de l'autre côté, on a une myriade de PME qui ont un bureau de 20 mètres carrés, un ou deux postes qui traînent, un étage entier qui ne loue pas pendant 1 ou 2 ans, et qui essaient de rentabiliser, d'optimiser, parce que les mètres carrés à Paris, effectivement, ça coûte cher. Et donc, on a une vraie palette d'offres différentes, aussi bien dans les coworking space que dans les entreprises qui partagent. C'est ça qui est intéressant, du coup on peut partager avec des gens différents. Un petit mot pour terminer, très rapide d'ailleurs, sur le concours que vous avez lancé auprès de Startup pour être en vitrine. Startup en vitrine, c'est le titre. Ouais. Il y a 4 startups qui ont été sélectionnées. Ça a démarré concrètement il y a quelques jours à peine. Donc il y a un espace vitrine qui pour le coup est sur Paris. Et il y a des startups qui sont là présentes. On va se balader. Qu'est-ce qu'on voit là précisément? Alors là vous voyez une startup qui s'appelle Wita. Ouais. Là vous êtes derrière la vitrine chez BAP. Donc, on est dans quel coin là? Là on est à Arts-et-Métiers. D'accord. À côté de la Gaîté Lyrique. Oui, donc plein centre de Paris. Ouais. Donc là c'est la vitrine. Je sais pas si vous arrivez à voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il est tard. Bah, on est un peu en donc direct, en fait, c'est la nuit. Wita, c'est une société qui fait du upcycling, donc ils prennent des déchets et ils en font tiens, on va peut-être mieux voir comme ça. Ils en font des objets recomposés. Quoi. Donc ça veut dire qu'on peut venir vous voir là-bas directement, en fait. Quelqu'un qui passe dans le coin peut pousser la porte et rentrer et discuter avec les startups qui ont une vraie visibilité pour le coup là. Exactement, il y a 4 startups, celle-là c'est la deuxième, et l'objectif c'est qu'elles animent la boutique, elles amènent leur communauté, il y a des passants qui viennent, donc on essaie de créer l'interactivité, de pousser sur les réseaux sociaux l'activité, de faire un peu de buzz autour de tout ça. On termine avec l'adresse, Clément, ça se trouve où on peut donner l'adresse ou pas de cet endroit? Oui, bien sûr, c'est 243 rue Saint-Martin. Il y a écrit bureau à partager en rose, en grand. Donc c'est facile à trouver. Facile de rater. Bon, c'est terminé pour ce soir pour Watch Up. C'était la 4e édition. Merci beaucoup Clément d'avoir participé. Donc CEO de bureauapartager.com ou BAP ou BAP comme vous voulez. On avait également Benjamin Ducousseau de Wizbee, Ilan Beacera comme quasiment toutes les émissions. Salut Benjamin et bravo encore pour cette levée de Wizbee à 800 000. Bonne soirée, bonne nuit à Grenoble. Et puis on a parlé donc avec Benjamin Vincent de le lancement de la 4G de Bouygues. C'était ce soir. Merci beaucoup Benjamin d'avoir co-animé et réalisé cette émission. On se retrouve dans 15 jours en direct à 22h. Merci à toi Bertrand, toujours un plaisir. Et je crois qu'il va être temps de rendre la main à la suite des programmes sur Watch TV, n'est-ce pas Bertrand? Oui, bonne soirée à tous. Merci.